Bonjour à tous, bienvenue à ces 9e rendez-vous des acteurs du changement. Je suis ravi de vous accueillir et de partager aujourd'hui ce webinaire avec François, que je connais de longue date, cofondateur de Clerio, cabinet d'accompagnement des directions juridiques. Aujourd'hui, nous sommes très bien accompagnés. On va parler aujourd'hui de l'objet contractuel avec nos 3 intervenants. On va commencer bien évidemment par Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Christelle est manager de transition. Elle a un parcours tout au sein des directions informatiques, de chef de projet jusqu'à la tête de la DSI, et donc a naturellement été confrontée à l'objet contractuel tout au long de sa carrière, et notamment l'évolution des techniques qui ont aussi permis de les traiter au sein des DSI. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Christelle. C'est un plaisir. Nous avons également Alain Lecarpentier, qui a plus de 35 ans d'expérience dans les directions achats, donc exclusivement sur les achats et principalement. Il a eu l'avantage d'être dans plusieurs entreprises, de grosses entreprises à l'international, et qui a pu traiter tous les secteurs d'activité que l'on peut imaginer. Donc nous aurons son regard éclairé également sur le sujet. Bonjour à tous. Et nous avons Cédric Barthélémy, un tout petit peu plus jeune, mais 25 ans d'expérience quand même, qui est passé en cabinet tout d'abord, et ensuite donc, chez Euro Disney, Marionneau, si je ne dis pas de bêtises, et Compass Group France, et pour maintenant être chez Rentokil depuis 2 ans. Absolument. Bonjour à tous. Merci encore une fois d'être parmi nous aujourd'hui. Le thème de la journée, comme on l'a dit, le contrat, à l'heure où certaines choses ne sont amenées à pas durer plus de 14 heures. Le contrat, lui, est là pour matérialiser la relation entre un client, un fournisseur, relation entre un salarié, son employeur, relation avec des services de l'État et des entreprises ou des intervenants associatifs. Ça va être l'objet de notre conversation aujourd'hui, mais bénéficions peut-être déjà de la présence d'un directeur juridique. Cédric, déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un contrat ? Alors, un contrat, pour la plupart des gens, c'est un gros objet qui fait très peur. Pour moi, le contrat, c'est quelque chose de très simple, c'est le deal des parties. Alors, j'aime bien utiliser ce mot en anglais, c'est juste la synthèse de l'accord des parties. Donc, ça doit répondre aux questions qui, que, quoi, dont, où, voire comment, qui manque. Et ça doit synthétiser tout ce que les parties veulent, pas plus, pas moins. Tout ce sur quoi les parties se sont mises d'accord. Peu importe ce qu'on vend, ce qu'on achète, ce qu'on loue, peu importe le service qu'on fournit ou qu'on récupère. Et le juriste est un instrument pour mettre ça en musique, parce qu'on aime bien travailler, utiliser des mots bizarres comme des non-obstants, et une fois de temps en temps, on va en placer un. Mais voilà, fondamentalement, l'accord des parties. Et donc notamment les achats. Oui, j'aime bien cette définition. Ouais, j'aime bien cette définition parce qu'elle colle assez bien à la vision que je me faisais ou je me fais des contrats qui sont plutôt des outils pour moi de partage qui ont été élaborés de manière pluridisciplinaire. C'est pas toujours ce que j'ai rencontré dans ma carrière, puisque c'était souvent un gros outil juridique qui met des barrières, des frontières et qui est très peu utilisé in fine. Et on le sort quand il y a des problèmes, alors que ça devrait être pour moi vraiment un outil opérationnel. Christelle, peut-être vous, votre éclairage de DSI sur cet objet contractuel ? Oui, alors moi je me sens au cœur du sujet en tant qu'opérationnel, donc c'est vrai que c'est vraiment pour moi un outil de pilotage. Et ça va nous permettre de clarifier précisément les rôles et responsabilités de chacun. Et ça va... alors, effectivement, c'est, comme le disait Cédric, c'est quelque chose de global. Et il y a des chapitres, je dirais, très standards, très globaux. Mais à l'inverse, il y a aussi des choses qui doivent être très spécifiques et très ajustées par rapport au type de contrat. Un contrat de prestation va rien avoir à voir avec un contrat, un abonnement de type réseau, avec de l'achat de matériel ou un développement de logiciels. Donc ça nécessite d'être adapté au-delà du cockpit général où il y a une répétition de termes, mais de travailler avec les opérationnels pour adapter le contrat et bien définir entre les parties le qui fait quoi et développer une relation de confiance win-win pour chaque partie. Si on tente de répondre à la question donc, qui est le thème aujourd'hui, et regarde vos expériences, quelle est l'évolution aujourd'hui de l'objet contrat qu'il y a dans l'entreprise ? Est-ce que vous avez senti une évolution de cet aspect-là ? Peut-être Cédric dans un premier temps.
Alors, justement, non, en fait. Et malheureusement, dans toutes les boîtes dans lesquelles j'ai eu la chance de passer, j'ai refait à peu près toujours la même chose, c'est-à-dire essayer d'instiller une culture du contrat et expliquer aux gens ce que c'est que ce drôle d'objet. Je rebondis sur ce que disait Christelle, parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire, en fait, à nouveau, peu importe l'objet du contrat, on s'en fiche un peu, on doit s'assurer à la fin que c'est bien, ça reflète bien l'ensemble de l'accord des parties. J'aime à dire, quand je suis dans des réunions de négo, ça frappe un peu les gens. J'espère qu'on se reverra jamais. Alors les gens sont toujours un peu sur la réserve en disant c'est qui cet abruti. Et en fait je leur dis non, parce que si on se revoit jamais, vous n'avez pas besoin d'un juriste autour de la table pour compliquer les choses et aller voilà. Si on a fait un bon contrat qui est le bon reflet, on a mis du flou là où vous voulez, on a mis de la liberté là où vous en avez besoin, on a fermé ce qui doit être fermé, et vous avez une latitude de faire votre business au sein de votre contrat. J'ai pas senti d'évolution dans les contrats, parce qu'en fait toutes les fonctions opérationnelles et commerciales sont absolument persuadé, à mon sens le reste, que le contrat est un drôle d'objet juridique qui est fait pour et par des juristes. Alain, je vois que vous m'aurez envie de rebondir. Je partage assez ce point de vue. J'ai vécu dans pas mal de sociétés et j'ai eu un certain nombre de cas de figure qui sont assez notables. J'avais à la fois des juristes qui nous faisaient intervenir très très tôt pour qu'on discute ensemble de la manière dont on allait aborder le business, parce qu'il faut que ça reste connecté au business. Et à l'inverse, j'ai eu des juristes qui venaient en disant bon, de toute façon, le cadre c'est ça, la règle c'est ça, débrouille-toi pour jouer avec. Et évidemment, personne ne jouait avec, puisque c'était assez compliqué. Et en plus, quand on travaille à l'international, la vision qu'ont certains pays de l'objet contrat est complètement différent. Les Américains n'ont pas du tout la même vision que les Français. Et dans des périodes assez compliquées, on parlait de Covid tout à l'heure, l'application des clauses contractuelles en Chine versus ce qu'on pouvait appliquer en France dans des zones qui étaient pas soumises à tout ce qu'on a connu dans le Covid, ou plutôt de manière décalée. Enfin, vous avez des applications qui sont très compliquées. Donc vous êtes obligé de faire des deals business tout le temps. Tout le temps. Et quand on est trop rigide, on ne peut pas faire ces deals. En tout cas, plus difficile. Je vais juste rajouter une chose quand même sur l'évolution. Je trouve que l'objet contrat a évolué dans le sens où il s'est complexifié. Il est devenu de plus en plus juridique, malheureusement. Le droit américain, c'est de plus en plus entré dans nos contrats français. Alors moi, je travaille à l'international, mais je le vois sur les contrats européens. Et de plus en plus, on a des clauses longues comme le bras, extrêmement complexes, qui deviennent très juridiques, qui du coup s'éloignent des opérationnels. Et je dis malheureusement, et donc c'est la porte ouverte à quelque chose que moi j'aime beaucoup, c'est le legal design, tout ce qui revient à simplifier beaucoup les choses. C'est-à-dire que juridiquement, ça fera un document exact, mais qui doit constamment être tourné vers nos clients internes. C'est eux les utilisateurs, et c'est, je ne sais pas si je vais répondre à la question tout de suite, mais pour moi déjà les propriétaires en tout cas du contrat. Peut-être pour rebondir là-dessus et pour rebondir sur une des questions qui nous avait été posée en préparation du webinaire, peut-être pour vous, Christelle, en tant qu'opérationnelle, là dans votre casquette, vous avez plusieurs casquettes à cette réunion, à la fois le régalien de la DSI dans le suivi de l'objet et à la fois en tant qu'utilisatrice. Justement, comment vous voyez-vous votre place en tant qu'opérationnelle dans justement ce travail avec les achats, avec le juridique, avec peut-être les autres corps de l'entreprise matérialisés dans le contrat ? Alors, je pense qu'on a une place, un rôle clé à jouer vraiment important. On ne doit pas complètement se reposer sur le juridique ou les achats quand on met en place un contrat, parce que c'est nous qui savons ce qu'on veut faire, hein, et on doit s'impliquer complètement dans la rédaction du contrat. Et du coup, ça me fait rebondir sur deux choses qui ont été dites avant. Il y a, on a dit... il faut que les choses soient claires, cadrées, mais pas non plus être jusque-boutiste, hein. Il faut laisser aussi une part à... On ne peut pas tout prévoir dans le contrat. Et ça me permet de rebondir à nouveau sur le Covid. Le jour où le Covid est arrivé, je me souviens, j'ai dû prendre tous les contrats qu'on avait en cours de prestation. Il n'y avait absolument aucune clause qui prévoyait un cas de force majeure comme le Covid. Ce n'était pas prévu dans les contrats. Maintenant, ça l'est. Et il arrivera autre chose plus tard qui ne sera pas prévu. Et on a dû négocier en gré à gré avec chacun de nos fournisseurs l'arrêt des prestations ou les prestations à distance. Enfin, chaque cas a été géré un par un. Voilà, j'ai passé des jours, voire des heures à gérer. Et c'est moi qui l'ai fait
avec le support du juridique, mais c'est moi qui savais si j'avais besoin de continuer à travailler ou pas avec telle ou telle personne. Donc, en tant qu'opérationnel, moi, ce que j'aime bien, c'est m'appuyer sur les juristes pour le cadre, tout ce qui est standard, de toutes les clauses, effectivement, qui sont pénibles à lire et qui sont de plus en plus longues, hein, sur les RGPD, sur un tas de choses de plus en plus complexes à comprendre pour l'opérationnel, mais inversement, de garder la main sur tout ce qui est opérationnel pour vraiment bien définir le rôle de chacun, qu'est-ce qu'on veut faire, et avec une certaine ouverture pour pouvoir traiter tout ce qu'il y a à traiter dans la vraie vie, quoi. Justement, Cédric, peut-être pour rebondir dessus, comment vous, avec votre casquette justement de directeur juridique, vous gérez ce lien avec l'opérationnel et ce qu'on doit garder dans le flou, en fait, ce qui est la partie de... Alors là, on parlait de Covid, qui était un exemple, je pense, qui parle à tout le monde et qui a mis en parfaite lumière, comme nous l'a expliqué Christelle, ce qui est difficile à prévoir, hein, sans faire un contrat de durée infinie. Justement, comment vous gérez ça et comment vous travaillez avec les opérationnels pour mettre ça au mieux? Alors d'abord, pendant le Covid, ce qui est intéressant, c'est que Christelle a fait des milliards de contrats toute seule dans son coin, puisque les avenants aux contrats ou les négos, c'était des contrats. Qu'ils aient été formalisés sur un ticket de métro, un coin de nappe, un email ou même oralement, C'est un contrat. c'est un contrat qui vient changer un autre contrat pour s'adapter à une situation qu'on n'avait pas prévue. Et donc ça, c'est génial parce qu'on a l'exemple typique de le contrat, c'est propriétaire du business, il n'y a pas besoin des juristes, on s'est démerdé parce qu'il fallait qu'on se démerde. Et donc ça, c'est génial. Après, nous, comment on gère ça? Alors moi, j'aime pas trop, pardon Christelle, je vais être dans la provoque, mais cette vision-là où le juriste est relégué à l'examen et la compréhension des clauses complexes qui, pour moi, sont casse-pieds, RGPD, etc., parce que c'est justement du standard régulé par la loi, versus le rôle du juriste qui, moi, m'intéresse en tant que juriste d'affaires, qui est rentrer au plus près du business, comprendre vos enjeux, vos obligations, passer des journées avec vous pour vraiment comprendre vos enjeux. Et une fois que j'ai compris, je peux vous les traduire dans le langage juridique pour aller prendre ensemble des risques. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas de faire un contrat blindé, ça n'existe pas, il n'y en a jamais. Nous, on prévoit le divorce. Sauf qu'on ne peut pas prévoir le divorce. Donc, en fait, ça va être... On va essayer d'examiner toutes les situations en disant, OK, s'il se passe ça, qu'est-ce qui se passe? Et on va arriver constamment avec notre client dans une analyse du risque. Et c'est ça, notre métier. Et c'est quelle est l'analyse du risque, l'occurrence du risque, l'importance du risque et l'appétence au risque de notre client. Et en fonction des enjeux business de la boîte, et donc on doit être au cœur de la stratégie de l'entreprise. Je fais un aparté, mais c'est pour ça que pour moi, le juriste doit reporter au COMEX et au DG pour être vraiment au cœur de la stratégie. Et du coup, on peut aider nos clients au plus près parce qu'on doit comprendre leur business, on doit comprendre leurs enjeux et voilà, et les aider à trouver le bon deal, ce que je disais tout à l'heure. Tout en comprenant les enjeux, qu'est-ce que vous pourriez dire chacun avec votre casquette par rapport aux difficultés que vous avez pu rencontrer pour utiliser les contrats, pour en faire une bonne utilisation, quels ont été les plus gros irritants? On a parlé d'un exemple très clair, le Covid, mais je parle d'outils, je parle d'humains, je parle de ces aspects-là. Au sein de chacune de vos entités, qu'est-ce qui, pour vous, ressort principalement? Alors déjà, pour rebondir sur un point, je pense aussi que les achats doivent reporter au COMEX parce que les achats sont là pour accompagner le business et être impliqués dans le business sous l'angle de l'analyse de risque. Et je trouve que c'est intéressant pour ça. En termes de frein, avant tout, c'est l'humain. Quand vous n'êtes pas sollicité tôt, qu'on vous sort du placard pour aller négocier quelque chose et qu'on vous rentre dans le placard, c'est une image, mais souvent c'est ça, parce que tu comprends, le reste, c'est le métier qui le fait, ou c'est le juriste qui le fait, ou ça reste très problématique. Donc c'est d'abord l'humain, avec la capacité de l'homme en face, et c'est aussi valable pour la population acheteur, à s'ouvrir et à partager des éléments de business pour construire ensemble des solutions. On voit pas ça partout. En tout cas, moi, je l'ai vécu dans une des sociétés dans laquelle je suis passé, où on co-construisait des choses. Mais c'est rare. C'est rare. En tout cas, vis-à-vis de la fonction achat, c'est rare. Donc, principalement l'humain. Principalement l'humain. Après, il y a un deuxième item qui, pour moi, est lié au processus. Aujourd'hui, les sociétés fonctionnent de manière très cloisonnée. Les transversalités sont très difficiles à mettre en œuvre parce que les gens n'ont pas le temps, parce qu'ils ont des métiers, parce qu'on leur demande des objectifs par métier et contribuer aux objectifs collectifs de l'entreprise, ça ne fait pas forcément travailler la transversalité d'une fonction avec l'autre. Et donc il faut que naturellement
les patrons de ces entités-là, ou de ces fonctions, parlent avec les autres, se mettent d'accord avec les autres, et mettent en place des rituels pour pouvoir fonctionner ensemble. Ce qui n'est pas l'ADN même du fonctionnement d'un certain nombre d'entreprises aujourd'hui. Cédric, peut-être pour rebondir dessus, quelles ont été vos grosses difficultés justement de collaboration peut-être avec d'autres services de l'entreprise pour l'établissement de l'objet contractuel? Ouais, je reviens, je vais répondre un peu différemment à la question. Je reviens sur le frein, je partage totalement, c'est l'humain, et c'est l'humain à la fois au sein des directions juridiques et à la fois chez nos clients. Je rencontre encore des juristes qui sont un peu comme Alain décrivait, des casse-pieds du juridique, qui disent c'est comme ça, on peut faire ça, on peut pas faire ça, surtout pas. Bon, le juriste, pour moi, n'a pas le droit de dire non s'il n'a pas dit 10 000 fois oui avant, sinon il n'est pas crédible. Donc c'est les juristes déjà qui doivent s'ouvrir beaucoup au business, et ensuite le business qui ne comprend pas ce que c'est que cet objet du contrat, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Une fois qu'on a réglé le frein de l'humain, et il y a des gens qui seront constamment réfractaires à ça, qu'on ne transformera jamais, et puis il y en a qu'on va faire évoluer un peu avec l'éducation. Une fois qu'on a réglé le plan de l'humain, je dirais qu'il faut rentrer sur les process et les outils. On a aujourd'hui des outils qui sont géniaux sur le marché, il y en a pléthore. Il y a l'IA qui évidemment a son jeu à jouer. En le maîtrisant. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément de choses qui peuvent nous simplifier les process, que ce soit les process de gestion, d'émission, de signature, etc., pour gérer cet objet contrat, pour libérer beaucoup de temps et d'énergie, pour passer du temps à faire des choses à forte valeur ajoutée dans tous nos métiers et à mieux collaborer ensemble. Après, si on a les bons outils, on peut commencer à faire évoluer les choses. J'avais mis en place dans une précédente entreprise un outil qui permettait justement de libérer les énergies, sécuriser mieux les contrats, les faire avancer, et donc tout le monde pouvait passer plus de temps à faire autre chose. D'accord. Malheureusement, Clario n'existait pas à l'époque, mais sinon, ça aurait été certainement avec eux aujourd'hui. Christelle, peut-être sur l'évolution des outils, notamment avec dans la DSI. Compléter d'abord sur ce qu'ont dit Alain et Cédric. Je pense qu'effectivement, il y a l'humain, il y a l'implication trop tardive du juridique, voire des achats dans un projet. C'est, je pense, que ce que Cédric citait là, avec la commerciale, et une incompréhension des objectifs, de l'enjeu, de la finalité, de pourquoi on fait ce contrat. Donc effectivement, je ne peux que renforcer ce qu'a dit Cédric, vu de mon point de vue opérationnel. J'aurais été ravi si dans ma carrière, je n'avais rencontré que des juristes qui avaient cette volonté de comprendre mon métier, mes besoins et mes attentes, sachant que j'ai toujours essayé aussi, moi, de mon côté, de comprendre les besoins du juridique et les contraintes du juridique. Voilà. Un autre frein dont on n'a pas du tout parlé, c'est aussi le cas où on est de parties complètement déséquilibrées. On a des négos avec des fournisseurs, je ne les citerai pas, mais grands comptes ou très 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 grands comptes que nous saluons aussi, voilà, qui ont des déséquilibres très importants, qui ont pratiquement des monopoles mondiaux et avec lesquels c'est un enfer. Il y a Cassini en bas à droite. Alors au contraire, ça peut être un accélérateur, on peut le voir comme un frein ou un accélérateur, puisqu'il y a Cassini en bas à droite sans même lire les clauses, puisque de toute façon on peut rien changer. Mais il y a un vrai sujet aussi de frein pour moi, de coup de rapport de force. De rapport de force, quand les rapports de force sont complètement déséquilibrés. Parce qu'encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, un contrat, c'est un gagnant, c'est un contrat qui est équilibré entre les parties, et pour le client et pour le fournisseur, qui est vraiment win-win pour les deux, qui apporte de la valeur ajoutée aux deux parties. Parce que sinon, on le vit après. Hein. S'il y a une partie qui est malmenée dans le contrat ou qui a cédé et qui ne va pas gagner sa vie, il ne va avoir de cesse que d'essayer de se rattraper au cours du contrat lui-même. Et ça, c'est odieux, quoi. Si après, on passe son temps à aller relire le contrat, l'idéal d'un contrat, c'est de ne plus avoir à s'y référer. Hein, tellement il était clair. C'est de ne plus voir Cédric en cours de route. Il y a un autre frein aussi qui, pour moi, a été important dans ma carrière, c'est la nature même de ce qu'on achète. Hein. Donc les acheteurs doivent faire l'effort de comprendre ce qu'il y a, comme les juristes, comprendre ce qu'il y a dans le contrat, de comprendre ce qu'on achète, la nature même de ce qu'on achète. Si je prends le cas de l'informatique, moi j'ai vu deux types de DSI.
Faut prendre des pincettes. Je prends des pincettes. Il y a deux types de DSI. Il y a des DSI qui sont fermés parce que qui disent de toute façon c'est de la techno, tu peux pas comprendre et je me débrouille. Donc j'avance tout seul jusqu'au moment où ça s'arrête. Et puis il y a des DSI qui sont plutôt ouverts et là qui travaillent avec leurs équipes internes, mais aussi avec les partenaires, et aussi avec les juristes, et aussi avec les acheteurs, pour construire quelque chose qui réponde au business. Alors le rapport de force, le déséquilibre avec certains existe toujours, mais au moins on a anticipé les impacts en termes de risque qui pourraient être présents si on signe avec des sociétés plus ou moins fortes. Alors, en tout cas, ce travail collaboratif, il est hyper important. J'ai vraiment rencontré les deux cas de figure. Et je trouve qu'il ne faut pas avoir peur des mastodontes. Moi, j'ai un souvenir dans une boîte, il y a 15-20 ans maintenant, où on m'avait envoyé les conditions générales d'Amex. Il fallait signer, c'était sur un process financier. Et mon DAF me dit, écoute, est-ce que je peux signer ça? Et j'ai regardé et j'ai dit, en fait, non, tu ne peux pas signer ça. Pour la bonne et simple raison, c'est une mauvaise traduction en français d'un truc en anglais. Donc, en fait, on ne comprend rien. Il y avait des terminologies comme il fallait adresser l'issue, qui, moi, me font hérisser les poils. Et donc, j'ai dit, déjà, on va les écrire en français. Et puis après, il y a des choses, il y a des phrases qui ne font pas de sens. Donc moi, quand je ne comprends pas, je barre. Et tant que je n'ai pas compris, je n'applique pas, je barre. Et on est revenu vers Amex en barrant toutes les conditions, en revenant. Les juristes m'ont dit, bah non, mais on est Amex. Je dis, oui, je m'en fous, je ne comprends rien, donc on en reparle. Et en fait, on est arrivé quelque chose quand même entre les deux. Et je leur ai dit à la fin, eux m'ont dit d'ailleurs, ah ben merci, on va se servir de votre nouvelle rédaction de nos conditions générales. Je ne leur ai pas demandé de droit d'auteur, mais finalement, on a pu faire évoluer les choses. Et peut-être les mentalités, en leur disant, moi je ne cherche pas bêtement à me dire, je vais me faire un mec, c'est pas le sujet. Je cherche à nouveau à ce que ce que je signe soit équilibré ou le reflet de nos accords. J'aime bien discuter avec les acheteurs, alors certains, pas tous. Mais non, quand ils arrivent en me disant, j'ai eu le cas récemment, ils disent, voilà, j'ai négocié ça, on va prendre tant d'argent, il y a tant de trucs, et voilà, et t'as qu'à mettre en musique. Et en fait, la mise en musique juridique est très différente, parce qu'on doit rentrer dans des concepts quand même, et donc il faut réécrire l'histoire de la négo à l'aune des concepts juridiques, et c'est assez marrant, parce qu'on ne parle pas tout à fait la même langue, donc il faut déjà qu'on arrive à apprendre le vocabulaire les uns des autres, et ensuite on commence à se comprendre, ah d'accord, quand toi tu dis ça, donc chez moi ça veut dire ça, donc ok, alors je t'explique, et en fait on arrive à faire rentrer le rond dans le carré. C'est pour ça qu'il faut le faire le plus tôt possible. Absolument. Maintenant, vous deviez quand même avoir un certain poids pour qu'Amex... Pour qu'on discute avec Amex. Voilà, c'est possible, je sais pas. Mais bravo. belle victoire. On parlait un tout petit peu de désalignement. Est-ce que vous avez vécu des désalignements entre les BU, on va appeler ça comme ça, et dans vos expériences passées? Parce qu'au fur et à mesure, je pense que vous êtes tous améliorés les uns les autres, mais comment vous avez réussi à contourner le problème, ou quelles ont été les clés ou les ficelles que vous avez pu utiliser pour justement faire comprendre un peu à une autre partie que ça a une importance de bien comprendre justement l'utilisation du contrat, est-ce que l'on peut en faire, etc. En interne? Oui, peut-être. Principalement déjà en interne, parce que c'est un peu l'objectif là de la question qu'on a posée en préambule, mais c'est pour bien faire comprendre à ceux qui nous écoutent qu'on n'est pas toujours d'accord, mais c'est justement quelles ont été là je pense qu'il est très intéressant, c'est quelles sont les clés qu'on peut mettre en avant pour résoudre ce désalignement, parce qu'il y en a plein dans les entreprises aujourd'hui, malheureusement. On va travailler pour que ça aille mieux, mais quelles sont les clés aujourd'hui? On a parlé tout à l'heure un peu de l'humain qui était un gros irritant. Qu'est-ce qu'il peut faire le legal design, on peut parler tout à l'heure, mais pas que, je pense. Non, après, je pense que c'est une question d'approche. Que le juridique soit au cœur de la stratégie de l'entreprise, parce que déjà, on va s'assurer, quand on lit un contrat, qu'il répond à la stratégie de l'entreprise. Je reviens un petit peu en arrière. Un juriste, c'est pour moi un pilote d'hélicoptère. Mon métier, c'est d'être pilote d'hélicoptère. C'est-à-dire que je ne vais pas apporter que des solutions juridiques, je vais emmener mon client prendre de la hauteur par rapport à une situation qu'il a en ligne de mire et lui dire, et regarde d'autres voies. Et moi, je connais la voie juridique, mais comme je suis au cœur de la stratégie, je sais qu'il y a aussi une voie achat, il y a peut-être une voie DSI, il y a peut-être une voie finance, il y a peut-être autre chose. Et moi, j'ai déjà vu dans un autre dossier un truc qui ressemblait à ton bidule. C'est peut-être pas la même chose, mais et si tu allais voir un tel dans tel département, peut-être qu'il t'aiderait. Et donc, c'est déjà prendre de la hauteur par rapport à une problématique et lui permettre de trouver une solution qui, en fait, ne m'appartient pas forcément, n'est peut-être pas du tout juridique, permettre aux gens de débloquer une situation. Et donc, être au cœur de la stratégie de l'entreprise pour être capable de débloquer ces situations
dans la vision de la stratégie de la boîte. Après, pour moi, c'est parfaitement comprendre les enjeux et les besoins des différents business, y compris les besoins financiers, etc., pour à nouveau pouvoir aiguiller le client, comprendre ses besoins, lui dire, là, je pense que tu devrais faire plutôt là, tu prends un risque comme ça. Et la dernière chose, c'est les juristes sont au service de nos clients internes. Il ne faut pas penser qu'on a raison. On n'est pas payé pour penser avoir une vision business, on est payé pour donner une évaluation du risque. Le client est roi. Si le client veut prendre son décision ou son risque, pas de problème. Le client a un patron qui ultimement est le DG ou le président de la boîte. Et donc, moi je dis aussi à mes juristes, même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous pensez fondamentalement qu'ils sont en train de faire une énorme bêtise, c'est leur problème. C'est le problème du business, qui ont des chaînes de patrons qui remontent au DG. Et si le DG, alors vous pouvez alerter le DG sur ce que vous pensez être le risque, mais c'est le DG qui décide et au final c'est le business. On est au service du business. Mais la partie conseil a été faite. La partie conseil a été faite. Je peux aller faire tous mes reporting sur tous les tableaux matrices qu'il faut dans la boîte. Je peux faire lanceur d'alerte, tout ce que je veux. Je conseille mon client. Je remonte mon analyse de risque au plus haut parce que je pense que vraiment il y a une énorme bêtise que la boîte est en train de faire. Mais je m'arrête là et c'est la décision du DG. Si fondamentalement je ne suis pas d'accord avec cette décision, il y en a un qui disait ça il y a longtemps, on reste ou on la quitte, mais j'ai le choix aussi de quitter une entreprise si j'adhère pas à la stratégie. Mais à la fin, et c'est un peu ce qui se passe aussi dans un comité de direction ou un COMEX, on peut se disputer, on peut se battre, mais à la fin, il faut qu'on sorte d'accord. Donc on compte sur une mise en avant de plus en plus forte des directions juridiques au sein des entreprises. Ce qui est, ça se traduit dans les chiffres, hein. Il y a de plus en plus de directions juridiques qui apparaissent dans les COMEX, etc. Mais aussi sur le bon vouloir des personnes quand même. On reste quand même très sur l'humain et il faut que il y ait un assemblage, on va dire, de bonnes personnes aux bons endroits pour que ça puisse quand même s'aligner, on va dire. Christelle, je vois que vous voulez rebondir. Ça résonne avec mes expériences. J'ai eu l'occasion de travailler avec des juristes qui avaient tout à fait cette vision de dire, moi, je suis là pour te dire quels sont les risques. C'est toi qui connais ton business. C'est à toi après de mettre le curseur là où tu veux. Donc j'ai travaillé avec une personne dans cet esprit, effectivement, c'était un bonheur de travailler avec elle parce qu'elle était toujours à l'écoute et en fonction de ce qu'elle comprenait, elle disait voilà, je te présente les risques et tu mets le curseur là où tu veux. À l'inverse, avec des juristes peut-être plus juniors, qui n'avaient pas encore de la bouteille, qui venaient d'être formés, je pense par exemple à une personne qui était passée d'un job d'assistante de direction à juriste, donc il y avait une formation pendant 6 mois, 1 an, puis qui d'un seul coup est devenue juriste. Là, c'était l'enfer. Quand on savait qu'on avait affaire à elle, on savait que ça allait être un enfer parce que c'était l'application des clauses de façon bête et méchante, je dirais. Voilà. Et on s'en sortait pas. Et il fallait après négocier avec la partie en face. Enfin, c'était pour arriver à trouver un équilibre entre toutes les parties. Puis on tombait dans on perdait un temps fou à des discussions qui, à mon avis, étaient complètement stériles. Donc ça dépend complètement, effectivement, de la posture qu'a le juriste, et je pense qu'il est lié à sa maturité, à sa capacité à lui-même à se mettre dans l'hélicoptère et à le piloter par rapport à ceux qui sont encore le nez dans le guidon. Et par rapport à ce qu'on disait, je trouve que ce qui est vraiment important, c'est que chacun partage les problématiques de l'autre. Problématiques des acheteurs, les problématiques des juristes, et que les deux autres partagent les problématiques des opérationnels, et qu'on soit une équipe tous ensemble. Et là, on est vraiment, on est une force pour négocier et obtenir les meilleures conditions et un contrat qui sera vraiment un outil facilitateur et pas simplement un truc qu'on va mettre dans un placard et un mal nécessaire, quoi. Quelle est une armoire? Alain, peut-être, je vous vois prendre des notes. Ouais, je prends des notes. Le pilote d'hélicoptère, j'aime bien. Donc je l'ai noté parce que c'est aussi valable pour les achats. Et souvent, la problématique qu'on trouve, c'est la problématique du temps. On n'a jamais le temps. Donc on laisse jamais le temps aux acheteurs de faire le boulot. Donc on ne laisse pas le temps aux acheteurs de comprendre le métier de l'autre et de comprendre quels seraient les enjeux et les risques
et les leviers qu'on pourrait utiliser pour faire en sorte que, in fine, le business l'emporte. Et ça, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai rencontré plein de fois. On n'a jamais le temps parce que on voit l'acheteur comme un cost killer, comme quelqu'un qui va les négocier, qui va les faire les 10% qui vont bien, mais on ne voit pas tout le travail qui est fait avant. Et comme on ne voit pas le travail qui est fait avant, on ne laisse pas le temps à l'acheteur de le faire. Et ça peut arriver, ça peut aboutir sur des drames, entre guillemets. Dans mon expérience, j'ai eu malheureusement un décès un week-end sur des prestataires qui intervenaient sur une usine. La première des choses, et là pour le coup je rejoins Cédric, c'est la première des choses qu'il regarde, c'est le contrat. Votre contrat, il est passé comment? Et est-ce qu'il est passé avant ou après? Est-ce qu'il y en a un? Parce qu'on pourra parler aussi des cas où il n'y a pas du tout de contrat. C'est une forme de contrat. C'est une forme de contrat, mais c'est quand même une majorité. Voilà. Et donc là, évidemment, on voit tout l'intérêt d'avoir quelque chose qui soit abordé, travaillé en amont, etc. Mais il faut avoir le temps de le faire. Et aujourd'hui, c'est pas ce qu'on demande à la fonction, et encore moins quand on est dans les phases de décroissance, de crise, etc. etc. Je pense qu'une des clés, pour rebondir sur ce que disait Christelle, c'est aussi la formation. Avançant un peu en âge, en expérience, moi j'ai envie d'être moins dans le faire et plus dans le faire. Et l'apprentissage, et expliquer aux gens comment faire. J'ai eu la chance de passer par des managers qui m'ont montré, qui m'ont appris, qui m'ont laissé tomber, mais j'avais toujours un parachute, qui m'ont retenu, etc. Et donc j'ai pu découvrir beaucoup de choses et apprendre et me faire cette expérience que je peux avoir aujourd'hui. Et la position que j'ai aujourd'hui en tant que juriste, c'est parce que d'autres me l'ont montré. Et donc à mon tour, j'ai envie de la montrer à des gens. Donc je pense que certains jeunes qu'on peut croiser maintenant ont peut-être peur de leur ombre. On leur a dit le droit, voilà. Et en fait, mais quand on sort de la fac, on ne sait pas s'en servir, on ne sait rien faire, on ne connaît pas le monde de l'entreprise. Donc ce qu'il faut, c'est apprendre comment on utilise ça comme un outil. On a le droit de prendre des risques, c'est bien, c'est même nécessaire, c'est pas grave, faut être OK. C'est pas parce qu'on est juriste, etc., qu'on a raison. Donc à nouveau, on doit écouter le business, etc. Et donc la formation des juristes, la formation des équipes à ce que c'est que la chose juridique, la formation réciproque au métier des autres, je pense que ça passe beaucoup par de la communication aussi. Et donc arriver à comprendre voilà, le rôle de chacun. Et en se formant, ça peut être une clé justement pour mettre un peu d'huile dans ces rouages-là, plus de souplesse. Même quand on n'a pas le temps. Parce que souvent, le temps, après, il faut... Le temps, moi, ça m'arrive. Enfin, tout ce qui arrive sur mon bureau est urgent. Donc j'ai oublié la définition du mot urgent, et maintenant c'est OK, pourquoi? C'est quoi l'urgence? Et en fait, on se rend compte que l'urgence, c'est soit parce que c'est resté sur le bureau de mon client interne pendant 3 semaines, donc ça, c'est ton problème, pas le mien. Donc je veux pas le savoir. Moi, je vais prendre mon temps à moi. En revanche, comme je vais le faire très rapidement, ils reviendront me voir parce qu'ils savent, et ça c'est aussi un truc, c'est de leur dire non, mais pour demain matin, c'est pas possible. En fait, je vais pas le faire pour demain matin, je vais le faire pour ce soir. Parce qu'ils vont être hyper contents. Mais ça, je vais le faire une fois. Et puis, en revanche, quand il y a une vraie urgence, bah si, on sait bosser la nuit aussi, on sait relever les défis. Mais c'est aussi dans le partenariat avec notre client, faire comprendre à notre client qu'on est une boîte à outils, qu'on est à leur service, on est au service du business. Si la vraie urgence, c'est pour le business, on va se mobiliser. Si c'est une urgence parce que les gens ne savent pas, ou ont oublié, ou etc., ou s'y prennent mal, etc., et ben ça marche pas, je suis pas à leur service, ma journée fait 24 heures et j'ai d'autres vies, merci, au revoir. Pour rebondir peut-être sur la formation que vous abordiez, quelles sont les compétences qui vont être clés demain, à votre avis, pour justement la bonne organisation du contrat, la bonne utilisation du contrat? Peut-être aussi, on en parlait, et ce sera peut-être intéressant de t'entendre aussi, François, sur l'arrivée de l'intelligence artificielle qui bien sûr bouscule aussi le contrat, comme l'ensemble de nos métiers, je pense. Mais voilà, quelles sont pour vous, en tant que directeur juridique, les compétences qui vont être clés? Qu'est-ce que vous attendez de vos collaborateurs pour demain? Qui sortent le plus possible de leur bureau, et je leur dis constamment, ne soyez pas juriste. Ne soyez pas juriste dans le mauvais côté de juriste que Christelle expliquait tout à l'heure. On est casse-pied par nature, c'est notre job, on est payé pour ça. Donc très bien, mais à nous de sortir de nos bureaux. On a aujourd'hui des moyens technologiques que moi j'avais pas quand j'ai commencé à travailler. L'ordinateur, il était fixe, en dur au bureau, et quand je partais du bureau, c'était fini. J'avais la chance de bosser en cabinet, donc je partais du bureau au milieu de la nuit et je revenais 3 heures plus tard. Mais
Aujourd'hui, on a des vu ça. outils. Des On a grandeurs. des outils technologiques qui sont géniaux, qui nous permettent de travailler de façon complètement différente. Le Covid nous a complètement bousculé dans nos habitudes. Et donc le temps, on peut beaucoup plus le prendre pour nos familles, pour nos amis, et on peut travailler différemment et gérer les urgences, etc. Donc la compétence que moi j'attends de mes juristes, c'est sortez de vos bureaux, allez voir vos clients internes, perdez du temps, en fait, investissez ce temps à faire des trajets, aller voir vos gens, etc. Moi, je suis secrétaire général Europe d'une boîte, donc je perds du temps dans les avions pour aller dans les pays. Et je perds du temps et je suis dans les réunions, etc. Et je fais mon boulot. Quand je rentre dans ma chambre d'hôtel, il reste la nuit, donc j'avance la nuit. Ou 2 heures dans l'avion. Mais en fait, on travaille différemment, mais c'est jamais du temps perdu, c'est du temps investi, parce qu'on ne connaît jamais aussi bien les besoins de nos clients, et donc on n'est jamais aussi bien capable d'y répondre. Après, oui, j'en parlais tout à l'heure, mais François en parlera beaucoup mieux que moi. Tout ce qui est techno, outils de gestion de contrat, outils d'émission de contrat, intelligence artificielle, bien utilisée, bien maîtrisée, etc., tout ce qui peut nous faciliter toutes ces tâches à faible valeur ajoutée, c'est génial. Et donc les compétences de nos juristes, apprendre à se servir de tous ces outils de la bonne façon. Pas comme étant je pose une question et je crois tout ce qui m'est dit, mais interpréter, vérifier. Là où nous, on allait en bibliothèque et on tournait des pages des livres, ils ont des outils géniaux, il faut qu'ils apprennent à s'en servir. Bon, j'ai rarement vu un juriste sortir de son bureau. Hein. C'est vraiment. Pour l'instant, Pour peut-être l'instant, hein. sur les compétences des achats, peut-être pour C'est une rebondir formation. directement. Alors sur les compétences des achats, pendant très longtemps, j'ai pas arrêté d'expliquer aux équipes que moi ce qui m'intéressait c'était leur comportement, leur posture et ce qu'on appelle les soft skills. Parce que je pars du principe qu'ils ont les compétences métiers, sinon je les recrute pas, et sinon ils sont pas dans l'équipe. Oui, c'est un minimum, sinon voilà. Après c'est pas la même chose quand on prend des alternants qu'on amène pour se développer, ça c'est autre chose. Mais les soft skills c'est important, et notamment la communication, faire preuve d'empathie, essayer de comprendre, se mettre à la place de l'autre, ne pas hésiter à aller faire le siège entre guillemets des bureaux des juristes ou des informaticiens pour comprendre ce qu'ils font, et puis sortir avec eux. Leur montrer aussi, parce qu'on travaille avec des fournisseurs qui sont plutôt des partenaires, en tout cas c'est ma vision, les emmener voir ces partenaires pour qu'ils comprennent ce qu'il y a derrière et ce qui les amènera à voir autrement les relations avec des fournisseurs qui souvent sont considérés comme des gens qui fournissent des choses dont on n'entend pas parler après. Voilà. Donc, soft skills, Yes. sortir de son bureau, Ouais. d'un point de vue un peu plus outil. Les choses évoluent très vite, on en parlait, on pourrait faire des laïus sur plein de sujets là, mais Christelle, sur cet aspect plus outils, peut-être plus d'appétence encore sur les outils. Alors les choses vont très vite sur les outils, je pense, on est tous bien placés pour le savoir, mais est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter par rapport à ça? Alors, déjà, pour compléter ce qu'ont dit mes deux collègues, côté SI, il y a aussi un travail de formation, parce que souvent les informaticiens, pour rendre ce terme peut-être un peu, C'est pour peut ça être que un j'ai peu- utilisé ce terme. voilà, un peu volontairement. péjoratifs, sont plongés dans leurs aspects techniques et ont du mal à voir un besoin dans toutes ses dimensions. Ils sont branchés sur le côté technique des choses, mais l'aspect financier, l'aspect juridique, donc achat et contrat, leur échappe souvent. Hein. Donc là, il y a aussi un besoin d'acculturation des équipes techniques à s'ouvrir les chakras sur un peu plus large que simplement être en échange avec leur propre ordinateur et sur des aspects techniques. Donc je pense que c'est vrai pour toutes les parties hein, de se former et de s'acculturer à ce que font les autres. Hein. De même que pour... une petite aparté sur les systèmes d'information, c'est aussi de comprendre bien le métier de son client pour proposer les bonnes solutions techniques. Déjà, ça commence déjà par ça, avant même la partie achat et contrat. Donc, c'est de former des personnes à avoir une vue chef de projet ou pilote d'équipe un peu plus large que de se concentrer sur une bonne connaissance technique. Hein, parce qu'un bon technicien qui n'a pas d'autres casquettes, à un moment, c'est... Comme je dis, moi, je préfère un bon généraliste avec des bonnes soft skills que quelqu'un avec des hard skills de folie, mais qui ne peut pas travailler avec personne d'autre et qui oublie la moitié des choses parce qu'il ne peut pas travailler en équipe, parce qu'il ne peut pas
comprendre le sujet dans son ensemble. Voilà. Alors, si on revient maintenant aux outils, alors il y a les outils pour le système d'information et il y a les outils pour les contrats, là, comme les CLM, dans les cas les plus modernes, ou les outils de gestion, de stockage de contrats qu'on avait déjà il y a 10-15 ans. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des outils qui apportent une dynamique et qui permettent au contrat d'être vivant et pas d'être quelque chose qu'on écrit qui fait à minima 20 pages et qu'après on est incapable de relire. Donc de pouvoir en extraire après les éléments clés, hein, les caractéristiques pour pouvoir le faire vivre, le faire évoluer, ne pas louper les échéances, parce que alors ça c'est un vrai sujet dans les contrats. Hein. La veille de l'échéance, allez voir vite l'acheteur si c'est lui qui signe. Tu me signes en bas à droite, il faut que je renouvelle demain et après-demain c'est trop tard. Et on se fait bien sûr envoyer promener, ou la personne le fait sous la contrainte parce que pour les besoins de l'entreprise. Mais bon, c'est des choses à anticiper. Hein. Est-ce que j'ai le bon nombre de licences? Est-ce que je peux pas revoir, optimiser, etc. Chaque année pour être toujours aussi efficient. Donc, on a vraiment besoin d'outils pour ça, parce que s'il faut aller se plonger à chaque fois dans le contrat, il y a tellement plus de contrats différents avec des règles qu'il faut s'approprier. Et c'est pas évident, parce que les choses étant tellement polymorphes, c'est pas évident de trouver l'outil dans lequel on arrive avec 10, 20 infos clés à ressortir l'essence de ce qui est important. Mais bon, les outils plus récents et avec l'IA, bon, nous y aide quand même, on avance. Ça commence à arriver à répondre à ce type de besoin, effectivement. Voilà. Cédric, vous vouliez rebondir, je crois. Oui, je reviens à nouveau sur l'humain. Je pense que c'est beaucoup l'humain la clé aussi, et sur les compétences, pardon, j'ai Le legal design, l'escalier, mais les compétences des futurs juristes ou membres de l'équipe juridique. Il y a trois choses qui sont peut-être des concepts un peu bizarres, les gens n'ont peut-être pas l'habitude, mais je pense qu'il y a la fonction de ce qu'on appelle le legal ops, qui est une fonction qui vient des États-Unis depuis un certain nombre d'années, qui s'implante maintenant en France, il y a des diplômes universitaires, etc., qui est un peu l'ingénieur de la direction juridique, qui va faciliter la mise en place de KPI pour aller suivre un peu des indicateurs clés de est-ce que la direction juridique est rentable, et c'est pas un gros mot. Est-ce qu'elle fournit, est-ce qu'elle apporte vraiment de la valeur à la société, et du coup est-ce que le contrat devient un instrument de valeur? Je pense que cette fonction-là doit se développer. Est-ce qu'elle se développe en tant que telle dans certaines boîtes? Oui. Est-ce que dans d'autres qui n'ont pas les moyens de se l'offrir, peut-être différemment, mais je pense que c'est une fonction qui est ou qui va devenir clé dans une direction juridique pour qu'on mesure cette rentabilité. Et ensuite, je pense qu'il y a ce qu'on appelle en français le legal design et le design thinking. C'est cette façon de penser simple et tournée vers le client. Et toujours dans tout ce qu'on fait en tant que juriste, que ce soit le contrat ou autre chose, nos conseils, quand on donne des conseils, si on écrit des tartines avec des attendus que et nonobstant, etc., personne ne va le lire. Et même si c'est un document absolument magnifique. Mais déjà, ils ne vont pas le lire. Donc avant de comprendre et d'utiliser, il faut donc ils n'ont pas envie. En revanche, s'il y a quelque chose de très court, très synthétique, avec en haut les 3 idées clés ou l'idée maîtresse du truc, et puis en dessous un peu de plus d'explications, et éventuellement si les gens veulent creuser parce que vraiment ils n'arrivent pas à dormir la nuit, on leur donne les explications derrière. Là, on rend un vrai service à notre client, parce que nos patrons, nos DG, nos clients internes n'ont pas le temps. Et donc il faut arriver tout de suite à être percutant. Donc je pense que c'est dans ce mode de pensée qu'est le legal design, le design thinking, c'est vraiment penser tourner vers le client. Pas forcément que des mots écrits en police 2, ça peut être des schémas, ça peut être des choses, des documents qui sont juridiquement tout aussi valables, mais qui sont plus compréhensibles. Et on sent que ça évolue dans ce sens-là. Ça évolue dans ce sens-là, pas suffisamment vite, mais il y a plusieurs... une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, il y a, je pense à une amie qui était à la fac avec moi, qui maintenant qui a travaillé très longtemps en cabinet, qui a complètement viré et qui maintenant est à fond là-dedans. Et je trouve ça très bien, et de plus en plus de boîtes y vont. Après, il faut mettre des moyens, etc. Mais en tout cas, comme système de pensée et approche quand on va rédiger un contrat ou des conditions,
Faire une formation avec des slides avec 12 000 mots, c'est horrible. Moi, quand je fais des formations juridiques, il y a des dessins et des images et des trucs, parce que les gens doivent se souvenir de ce qu'on a dit et il faut que ce soit impactant. Les conditions générales d'achat écrites en police 2 sur 10 pages en 3 colonnes, enfin, C'est un sujet. à vomir. Je partage. Ça fait 50 minutes maintenant qu'on parle de l'objet contractuel. Je voulais arriver à une question finalement. Peut-être Alain, vous, est-ce qu'un bon contrat, finalement, c'est pas un contrat dont on ne se sert pas? Oh là Un contrat dont on ne se sert pas. Alors oui et non. Je pense qu'un bon contrat, c'est d'abord un contrat qui a été travaillé avec les équipes à la fois de métier et à la fois juridique. C'est un contrat qui, pour moi, est un contrat opérationnel. Il faut qu'il soit utilisable facilement tout le temps, notamment pour s'y référer quand il se passe un certain nombre d'événements. Mais comme on a travaillé ensemble avant dessus, a priori, on sait à peu près comment il est structuré et comment il fonctionne. Et c'est aussi un outil dont on ne veut pas servir et dont on se sert quand on a effectivement un problème. Mais là aussi, comme on a travaillé dessus avant, en principe, on sait à peu près comment il est structuré pour régler ce genre de problème. Évidemment, comme a dit Cédric, il ne traitera pas tout. Tous les événements ne sont pas anticipables. Il faut qu'il soit agile pour pouvoir le faire. Le Covid, c'est un bon exemple. Voilà. Aujourd'hui, des clauses sont apparues plus détaillées sur les contrats. C'est quand même vachement intéressant. Moi, dedans, je mets volontairement ou volontiers des indicateurs, des KPI, des choses comme ça, qui soient opérationnels, qu'on puisse partager avec les équipes, et pour que ce soit un vrai outil utilisable tout le temps, en fait. Je vous trouvais sympathique, Frédéric, mais là, on va... Bien que vous taquine un peu. Non, le contrat, c'est au contraire, c'est un objet qui doit rester sur sa table de chevet, dont on se sert au quotidien, sans forcément s'en rendre compte. Et on a le droit de le découper en morceaux et d'en sortir la substantifique moelle pour chacun. Mais le contrat, ça doit être, pour l'opérationnel, il doit avoir les prestations qu'il doit livrer ou acheter, et peut-être le prix. Pour le financier, il doit savoir comment comptabiliser son truc. Chacun a peut-être son petit morceau de contrat. Mais le contrat, c'est un objet vivant. Et donc, on va l'établir une fois pour un objet, et peut-être qu'il va évoluer demain. Mais on a tous intérêt à faire comme Christelle faisait pendant le Covid, c'est-à-dire des avenants au contrat. On va les faire tout de suite, on les fera plus tard, avec des dates rétroactives. Peu importe. Il y a un moment où on va acter le fait que notre relation a évolué. Alors, moi, je dis, j'espère qu'on se reverra plus jamais, sauf pour boire un coup. Mais ça veut dire qu'on peut faire. Contrat. Non, parce que en fait, ce que je veux, c'est Un avenant. prestation. Un avenant. le contrat. Si on a bien rédigé un contrat, il peut évoluer sans avoir besoin de remettre le juriste autour de la table. Alors évidemment, si on formalise un avenant pour changer, on aura besoin du juriste pour aller refaire ces petites formalités avec des articles 1, article 2, nonobstant et tout le bazar. Mais si le contrat était bien fait, les parties peuvent vraiment négocier et ont cette capacité à faire vivre leur relation. C'est ça l'essentiel, sans avoir besoin d'avoir toujours des gens autour. Et au contraire, nous, on aime bien être là pour savoir, tiens, le contrat qu'on a signé il y a 3-4 ans, il devient quoi? Vous avez livré les résultats, le chiffre d'affaires qu'on voulait là, et où est-ce qu'on en est? Et vous voulez pas faire évoluer? Et vous voulez revoir les prix, et tel truc a augmenté, et il y a eu l'inflation et les machins. Comment on fait évoluer? Et on retrouve nos contrats, et comme on avait la bonne clause, et ben tiens, regarde, tout bien écrit, t'as qu'à appliquer ça, et moi je retourne à la plage. Et je suis content. Christelle, contrat objet d'utilisation quotidienne alors pour l'opérationnel que vous êtes? Oui, parce que ça part d'un travail collaboratif où idéalement on a partagé la vision de ce vers quoi on voulait aller, où on a bien défini entre le client et le fournisseur les rôles et responsabilités de chacun, les KPI qu'on souhaitait atteindre. Hein. Souvent il y a le document d'assurance qualité qui est directement annexé au contrat, hein, qui permet notamment dans le développement de logiciels, de définir exactement les règles du jeu, de comment on va fonctionner, etc. Et quand c'est bien fait, ben, ça permet d'avoir développé une relation de confiance équilibrée. Alors, ça, on n'en a pas énormément parlé, mais c'est extrêmement important qu'un contrat soit équilibré entre le client et le fournisseur. C'est essentiel. Si dans un contrat, il y a une partie qui dit « Ah ben j'ai un super contrat parce que je vais me faire... je vais gagner un maximum là-dessus » et l'autre, il s'est fait avoir... Non, ça ne se passera pas bien. Un bon contrat, c'est un contrat où on a trouvé un équilibre et où et le client et le fournisseur sortent contents, satisfaits
Mais un contrat où l'un des deux sort content et l'autre sort aigri, ben, le curseur il n'est pas au bon endroit et ça se ressent tout au long après de la prestation. Parce que, je crois que je l'ai dit à un moment, il a besoin de se rattraper après celui qui a été... Et quand on revient après, 2 ans après ou un an après pour renégocier, c'est un enfer. La position est tout à fait différente. Donc c'est vraiment savoir où on veut aller, comment on y va, une relation de confiance et un équilibre entre les parties. Voilà. Pour moi, c'est ça un bon contrat. Super. François, on arrive bientôt à la fin du temps qui était imparti. Il est l'heure de poser la question. On a répondu à la question. Est-ce qu'on a répondu à la question? Peut-être un dernier tour de table là-dessus. Donc, pour finir, donc, qui est le patron du contrat alors? Les achats? Non. Voilà. Non, pas les achats. Ça dépend. Je pense que ça dépend de l'objectif de l'entreprise, ça dépend de l'entreprise elle-même, ça dépend des sujets. Ça dépend en fait. Je pense que le terme clé, c'est ça dépend. Ça dépend de la posture, du moment où on est, à quel moment on en est de la relation avec le fournisseur, du périmètre. Enfin, tout ça est plutôt complexe. Et donc d'avoir une réponse unique à c'est qui le patron du contrat, j'ai un peu de mal à la donner. En tout cas, c'est pas forcément l'acheteur, mais c'est pas forcément les autres non plus. Donc pour moi, c'est une responsabilité collective. Vraiment. Ça tombe bien, c'est pour ça qu'on voulait mettre justement toutes les directions autour de la table. C'est pour ça qu'on voulait réunir du monde. Christelle, peut-être votre éclairage là-dessus? Pour moi, c'est la team, donc l'équipe. Ouais. Clairement, c'est un travail d'équipe. C'est, encore je vais me répéter, une relation de confiance entre l'acheteur, le juriste et aussi le client interne. Non, on n'a pas beaucoup parlé, il n'est pas là, voilà. Mais le métier, le client interne, oui, le métier pour lequel on met en place ce contrat, et chacun doit jouer son rôle, et si chacun se sent responsable et comprend les besoins des autres parties et joue son rôle, c'est ce travail d'équipe, cette relation de confiance. Voilà. Cédric, Alain, qui est le patron? Alors, en interne... Enfin, attention là. On a senti un petit moment de... En interne, le business, mon client interne, final, et de manière plus globale, l'entreprise. Donc le contrat doit être bon pour l'entreprise. Quand on aura fini de le négocier, moi je passerai peut-être sous un bus, on sera tous ailleurs. Le contrat, il doit être bon pour l'entreprise. C'est une bonne synthèse. Une bonne synthèse, oui. Super. Eh ben, écoutez, ce sera le mot de la fin. Il nous reste à vous remercier très chaleureusement, Christelle, Cédric, Alain, d'avoir participé. Merci à vous. Merci à vous. Avec grand plaisir. Je tiens à remercier aussi tous les gens qui ont permis la réalisation de ce webinaire, notamment ceux que vous ne voyez pas, les équipes d'Eclario Baptiste en tête et chez Actea Marine qui a fait fêter son baptême du feu en organisant cet échange. Merci à vous tous qui avez suivi. Chez Actea, on aime bien que les réunions se terminent à l'heure, donc je mets toujours un point d'honneur à finir dans les temps. Encore merci à tous et excellente journée à vous tous. Merci. Au revoir. Merci à vous.